et tous, soyez les bienvenus dans votre émission Sport Planète. Tout d'abord, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle soit la plus verte possible pour le sport, évidemment. C'est déjà le 19e numéro de Sport Planète et sans plus attendre, voici le sommaire. 34 millions de baskets produites chaque jour dans le monde, et si l'on pouvait faire durer nos paires préférées pour moins consommer, c'est l'objectif depuis septembre dernier du Sneakers Atelier. On en parle avec David Montero, son fondateur. Retour sur les micros d'or organisés à Chamonix, l'occasion de recevoir le lauréat du prix Sport Planète pour son sujet sur l'impact du réchauffement climatique sur la montagne. Yann Ovin, journaliste à TF1, est avec nous. Lui est le vainqueur du prix Ulule Sport Planète. Il a fait Paris-Marseille en ramassant des déchets. Nous vous ferons découvrir qui se cache derrière le très coloré Ludovic Franséchet. Bonjour à toutes et tous, bonjour à nos invités, Yann Ovin, David Montero, merci d'être là pour débuter cette année 2024 sur Sport Planète. David, on va débuter avec vous. Tout d'abord, vous êtes, je le disais, le fondateur du Sneakers Atelier. Alors vous, votre truc, autre que les bonnets, ce sont les baskets. Et les baskets, pas forcément neuves. Non, effectivement, on reconditionne un maximum de baskets, de sneakers. Quelle que soit la réparation, on essaie de répondre du coup à toutes les demandes. Alors, pendant longtemps, vous les avez créées, ces chaussures, pendant une dizaine d'années. Et un jour, vous vous êtes dit, en fait, on a déjà tout ce qu'il faut sur le marché. Il y a peut-être juste parfois à leur redonner un petit coup de jeune. Effectivement, ouais, depuis 2013, je fais de la customisation de baskets et même de la fabrication de baskets entièrement de A à Z. Et je me suis rendu compte finalement ces 5 dernières années qu'il y avait un gros manque dans la réparation de baskets. Donc les cordonniers traditionnels ne pouvaient pas vraiment répondre à cette demande. Donc, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un concept vraiment sur répondre à toutes les demandes sur de la sneakers. Ouais. Alors, ce chiffre, 34 millions de baskets produites chaque jour dans le monde, c'est assez vertigineux. Un chiffre également donné par la Fédération française de la chaussure. Les baskets, c'est 60% du marché hexagonal. De plus en plus de gens mettent des baskets. Aujourd'hui, c'est quand même un accessoire de mode aussi. Et pourtant, la paire de baskets a une empreinte carbone assez forte. Donc, le Sneakers Atelier vient aussi répondre à ça. Se dire que plutôt que de jeter, on va réutiliser, peut-être redesigner un peu la basket. Effectivement, ouais, quand on essaie de les réparer, on essaie aussi un petit peu pas de les personnaliser, mais faire de belles réparations. Donc moi, mon objectif, c'est toujours faire le maximum et de se rapprocher le plus possible en fait, de l'origine de la basket. Donc j'utilise des matières très similaires, mais plus qualitatives, donc, parce qu'on utilise beaucoup de simili-cuir. Donc moi, je vais mettre des vraies matières, du vrai cuir, des plastiques qui dureront peut-être plus longtemps. On les ressemelle aussi également, donc ça repart vraiment pour une vraie seconde vie dans ces cas-là. C'est d'autant plus important, je crois, que la basket, si on la jette, elle est difficilement recyclable parce qu'il y a énormément de matériaux. Du coup, c'est plutôt intéressant de pouvoir poursuivre sa vie finalement. Effectivement, oui. Ça fait qu'elle est beaucoup composée de plastique, de caoutchouc, de matières très compliqué du coup à recycler. C'est vrai que du coup pouvoir les réparer ça prolonge la vie et ça évite du coup énormément de déchets distribués dans le monde entier, quoi. Tout type de baskets, elles sont toutes réparables? Il y a toujours quelques baskets qui sont pas réparables. Des fois c'est vraiment un bloc plastique, donc effectivement là-dessus je peux vraiment rien faire du tout. Après c'est qui sont composés d'une façon un peu plus classique, donc des vraies matières cousues les unes sur les autres, des vrais cuirs et tout, des vrais blocs semelles. Effectivement, je peux effectuer une très grosse réparation là-dessus. Ça veut dire que parfois on est amené à les désosser un peu, quoi. Beaucoup. Je désosse beaucoup les baskets, je change les doublures à l'arrière. C'est une grosse demande, c'est de changer le talon, là, la doublure. Et les semelles, c'est vrai que c'est une grosse demande que j'ai là-dessus. Et voilà. Yann, à partir de combien ça y est, il reprend son rôle de journaliste. si en gros, moi j'ai ma paire de pompes, si je l'ai acheté 100 €, ça peut valoir le coup. Si je l'ai acheté 150, 200, à partir de quand finalement ça peut valoir le coup de... J'ai été moi-même surpris par les clients qui venaient au magasin. Moi, pour dire franche, mes réparations tournent entre 10 et 150 €. Sachant que les réparations se cumulent.
faire un nettoyage, une réparation de trous, un ressemblage, oui, effectivement, on arrive très rapidement aux 100 euros. J'ai des gens qui achètent leur paire 90 euros et qui les font réparer. Les dépassent parce qu'ils y tiennent, parce qu'ils ont une valeur sentimentale, parce qu'ils ont vécu tel moment de leur vie avec cette paire, parce qu'elle a été offerte par telle personne. Et effectivement, moi, j'ai quand même beaucoup de clients comme ça, et même aussi pour le côté surconsommation, ils préfèrent continuer à fond avec cette basket-là, quitte à payer plus que ce qu'ils ont payé pour le prix retail. Et ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, tous ces matériaux que vous utilisez pour réparer, c'est de la récup aussi ou c'est parfois du neuf? Est-ce que vous désossez vraiment d'autres paires pour réutiliser sur de nouveaux d'autres? Ça m'arrive dans certaines paires parce que c'est tel plastique qui a été moulé pour cette paire-là. Donc du coup, j'ai des clients qui viennent avec des paires collector. Donc effectivement, on essaie de trouver un autre modèle qui ne vaut rien du tout, qui est déjà en fin de vie pour récupérer ces petites pièces plastiques-là. Et du coup, ça repart pour un second tour. Mais effectivement, après, oui, comme un cordonnier, j'ai déjà des semelles déjà toutes faites, prêtes à réencoller du coup sur les semelles d'origine. Et après, oui, si je peux avoir des matières un peu reconditionnées et qui sont déjà un petit peu dans le côté un peu recyclage et tout, ouais, je préfère utiliser ça. Au tout départ, ce qui vous fait lancer ce Sneakers Atelier, c'était pas franchement cette fibre écologique, c'est plutôt la demande. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, vous êtes plutôt fier finalement de limiter ces déchets et ça va dans le sens de votre histoire? Clairement, moi, comme je vous disais, moi à la base, pour être franc, j'étais encore une fois dans la personnalisation, j'étais pas du tout dans le côté écologique et tout. Et en fait, quand j'ai ouvert l'atelier, c'est là où j'ai pris ce même plaisir que j'avais à faire des personnalisations, je l'ai pris en redonnant du coup vie au basket. Et en fait, le smile que je donnais aux clients avant, je le redonne aujourd'hui d'une différente façon. Et aujourd'hui, ouais, je suis clairement fier de pouvoir reconditionner tous ces baskets et prolonger leur vie. Ouais. Bon, Yann est déjà en train de compter le nombre de paires qu'il va pouvoir non, mais c'est vrai que ça donne envie, quoi. Envoyer au Sneakers Atelier. Mais c'est vrai que sur ce côté de se dire vraiment, il y a toujours une paire qu'on a adorée, et à un moment, il va falloir que je la jette, quoi. Et c'est vrai que cette perspective-là, elle est intéressante, quoi. Aussi. Bon voilà, le Sneakers Atelier, c'est pour l'instant uniquement à Paris, premier atelier dédié à la réparation, la personnalisation, la fabrication de vos sneakers. Donc voilà, on espère qu'il y en aura plein d'autres dans quelques années ailleurs, mais en tout cas pour le moment, c'est à Paris que ça se passe. C'est fou qu'il n'y en ait qu'un quand même, non? Ouais, c'est le début. C'est le début, ça va. Les cordonniers, finalement, il y en a plein qui ont dû avoir cette idée quand même. Les sneakers, ça date quand même pas d'hier, non? Comment ça se fait que vous êtes les seuls sur le marché? Cordonnier travaille souvent avec le cuir, je dirais, classique, quoi. Un cordonnier classique va poser des patins, des bambous talons. Donc en fait, c'est voilà, le petit glissoir à l'arrière, c'est la réparation très classique en fait que fait le cordonnier, des petites coutures, mais c'est. Là, il y a un espèce de travail d'orfèvre presque. Ouais, franchement, la réparation un peu de l'art presque. Ouais, c'est gentil de dire ça. La réparation de la sneaker, c'est vrai que c'est vraiment un autre monde parce qu'il y a tellement de types de réparations à faire dessus et c'est vraiment cas par cas pour tel et tel modèle. Chaque paire a ses propres semelles, donc on est bien loin en fait du soulier où on met des patins sur tout type de souliers en fait. Donc effectivement, et comme il n'y a pas d'école, je me suis fait un peu ma propre école finalement avec mes différentes formations et mes compétences que j'ai aussi acquises en autodidacte. Là, j'ai pu créer du coup, et j'ai pu finalement développer cette offre. Bon, et bien voilà, c'est le début, vous l'aurez entendu sur Sport Planète. Allez, il est l'heure de vous présenter maintenant l'invité du 5e numéro du podcast Vent debout. Et pour cela, on va retrouver Sylvain Palais en Savoie. Il est allé à la rencontre de Franck Picard, le seul champion olympique français de Super G, skieur qui voit sa montagne changer et qui sait évidemment que pour la préserver, il faut agir et vite. Et oui Gaël, pour cet épisode de Vent debout, on se retrouve au Cési, à la montagne, et on a voulu faire un épisode sur la montagne parce qu'elle cristallise les crises que traverse notre époque. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique impacte directement la ressource naturelle de cet environnement, la neige, et en conséquence le dérèglement climatique menace aussi l'unique modèle économique des stations de ski, qui est celle du tourisme de sport d'hiver. D'ailleurs, notre invité pour cet épisode compare cette crise à celle qui a touché les villes du nord de la France à la fin de l'exploitation du charbon. Il est aujourd'hui chef d'entreprise. C'est un ancien champion olympique de ski alpin, c'est Franck Picard, que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, il a décidé de prendre la parole contre l'urbanisation de la montagne. Le modèle qui nous a portés jusque-là et sur lequel
il n'y a aucun regret à avoir. C'était un développement absolument obligatoire. Pour rester à la montagne, il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. J'ai pas aucun regret sur ce qui a été fait. Je ne blâme personne, surtout pas mes parents, de nous avoir offert ce cadre et cette façon de vivre. Ça nous permet par contre aujourd'hui, et ça nous met en devoir de réagir et à minima de savoir s'arrêter. Sa position est intéressante parce que le récit médiatique polarise un petit peu ce conflit, avec d'un côté les méchants éco-terroristes et de l'autre côté les promoteurs avides d'argent et ennemis du vivant. On a décidé pour cet épisode de Vent debout d'aller un petit peu au-delà des caricatures et d'aller rencontrer un enfant du pays qui nous propose un discours un petit peu plus nuancé. Pour autant, est-ce qu'il est prêt à renoncer au modèle du tout-ski, lui qui possède plusieurs magasins de location? Quelles sont les alternatives qu'il explore? Et comment est-ce qu'il se positionne dans ce qui ressemble de plus en plus à un conflit social, politique et économique? Vous le découvrirez dans cet épisode de Vent debout, où l'on est également accompagné de Valérie Pommier, fondatrice de Résilience Montagne et experte du futur des stations de ski. Cet épisode sera disponible sur toutes les plateformes. Et pour vous mettre en appétit, je vous laisse avec un petit extrait. On a créé des canons-neige pour boucher les petits trous. Et ça, je le comprends tout à fait. Il y a pas de... Je ne suis pas opposé à ça. J'étais pas opposé à ça. Et puis, réchauffement climatique oblige, on a commencé à dire, bon, couvrir 1% du domaine, c'est pas beaucoup. Et on a de plus en plus de difficultés, on monte à 10. Et puis ensuite, on est monté à 20%, et puis à 30%. Aujourd'hui, c'est 38%, la moyenne. Et demain 40, et après-demain 50, et bientôt 100% du domaine avec des canons neige. Et c'est là qu'on est plus logique, puisque s'il faut équiper à 100% un domaine en canon neige, c'est que la neige n'est plus viable. On court à notre perte, quoi. C'est pas... Franck Picard, très intéressante cette chronique de Vent debout à retrouver sur toutes les plateformes début février. Et on va en reparler dans un instant, puisqu'on va rester du côté de la montagne pour lancer notre Zoom Éco. Et dans ce Zoom Éco aujourd'hui, on va un petit peu s'auto-observer, Yann Ovine, se poser cette question du traitement que réservent les médias justement à l'éco-responsabilité et notamment à l'éco-responsabilité dans le sport. Yann, vous êtes journaliste à TF1, merci beaucoup d'être avec nous. Vainqueur du Micro d'Or Sport Planète pour le sujet itinéraire montagne, le trophée est sur le plateau aujourd'hui avec nous, encore bravo. Les Micros d'Or organisés par l'Union des journalistes sportifs et puis parrainés par le Comité national olympique et sportif français. Alors ce sujet, il a été tourné avec Guillaume Vuitton aux abords de la mer de glace, au-dessus de Chamonix. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté au moment du tournage de ce sujet? Un peu la peur à un moment, quand on arrive sur cette mer de glace. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller de temps en temps au-dessus de Chamonix, mais déjà, il y a un constat. La mer de glace n'est pas de la glace, c'est tout simplement une mer de roche qui vient recouvrir cette glace, la glace qui est en dessous, donc du plus grand glacier français des Alpes. Et déjà, c'est vrai qu'il y a cette peur parce qu'on se dit, mais où est la glace? Où est finalement notre si beau glacier, quoi? Et en allant justement parcourir avec Xavier Caillol, un des guides de haute montagne, qui est aussi un expert en glaciologie, qui étudie énormément cela, on s'est rendu compte que justement il fallait parcourir beaucoup plus maintenant de centaines de mètres pour accéder à certains refuges, qu'il y a comme des espèces d'échelles qui sont mises sur le glacier pour pouvoir accéder à certaines parties derrière la montagne, pour accéder notamment au refuge du Couvercle, un refuge où à l'époque il fallait 2h30, maintenant il faut quasiment 4 heures pour y aller, donc forcément ça décourage pas mal de personnes, et donc ça donne quoi? Moins d'activité aussi pour les personnes, les gardiens de refuge. Comme il pouvait nous expliquer, dans ce gardien de refuge, son prédécesseur, à peu près, c'était 8000 personnes qui venaient dans ce refuge du Couvercle avant. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4000, donc forcément, c'est plus compliqué de faire vivre un refuge, c'est plus compliqué de faire vivre la station de Chamonix à travers cela. On a vu quelques images de ce reportage avec Vincent Abelanada.
Abelenada, pas facile à dire, au montage pour ce sujet. Donc encore bravo. Comment est arrivé ce moment où vous avez proposé cette idée? Est-ce que ces idées aujourd'hui de parler du sport un peu autrement, c'est facile de les imposer sur un journal de TF1? Alors c'est pas facile, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Clairement, l'environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est au cœur de tout, il y en a besoin. Nous on a une rubrique Notre Planète au sein du journal de TF1, donc il y a un reportage dans chaque JT sur cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me sens moins à l'aise de parler de sujets juste pour profiter de la montagne et de se faire un gros kiff au milieu de la puff et de juste en profiter comme ça, en étant déposé en hélicoptère et profiter de tout ça. Je trouve que c'est quand même assez gênant maintenant de parler de cela. Et notamment de montrer cela, parce que ce qui était chouette dans ce reportage-ci, c'est qu'on l'a fait pour le JT. Et pour la petite anecdote, mon fils au moment m'a dit « Tiens, envoie, il faut que tu te fasses un post TikTok au même moment ». Et en fait, de raconter la mer de glace et le niveau du glacier qui a évolué, parce que sur la mer de glace, on se rend bien compte, il y a des dates où on se rend compte à quel moment il était. Oui, voilà. Et c'est vraiment hallucinant de se rendre qu'en 2015, il était là et maintenant, il est juste en dessous. Donc c'est vraiment impressionnant, on se rend compte. Et au même moment, à travers ce post, c'est là où on s'est rendu compte que j'ai plein de personnes qui ont commencé à me suivre juste là-dessus. Et comme quoi, là où le public du JT est évidemment un peu plus vieillissant que par rapport à cette génération-ci, et on pourrait se dire que ils sont peut-être juste là à scroller et pas suivre le réchauffement climatique de la même manière. Et bien au contraire. Et il y a eu énormément d'avis là-dessus, sur ce côté, non, c'est incroyable ce qui se passe dans ces glaciers, il faut qu'on agisse, il faut qu'on bouge. Et donc il y avait ce côté intéressant de se dire, bien sûr que ça touche tout le monde, quelle que soit la génération. Ouais, c'est vrai que tout le monde prend conscience et quand on va sur place aussi, et vous l'avez vécu vous avec les baskets finalement, quand on prend part à la chose et à la cause, on en parle avec passion comme on l'entend là, et on prend conscience qu'on a tous quelque chose à faire et à jouer. Et j'imagine que c'est aussi la conscience de citoyen qui est secouée quand on arrive dans cet endroit où on parle encore de mer de glace, mais où il n'y a plus grand-chose de ça. C'est exactement ça. En plus, c'est tout l'ambivalence finalement de notre métier qui nous pousse à aller dans des lieux comme ceci. C'est vrai que j'ai la chance d'aller régulièrement dans les régions polaires, que ce soit au Svalbard ou autre, au nord de la Norvège. Et forcément, il y a un impact carbone pour aller là-bas, pour faire ces reportages-là. Mais il y a aussi ce côté, on en parle assez souvent, par exemple avec Heidi Seilvest, une grande glaciologue, et qui est obligée d'aller là-bas pour aller expliquer ce qui se passe, pour qu'on se rende compte vraiment de la situation, que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite finalement que le reste de la planète. Mais malgré tout, il y a cet acte un peu citoyen de se dire il faut qu'on montre, il faut qu'on alerte, il faut que ça soit quelque chose qui marque. Et c'est vrai que j'avais la sensation quand on a présenté le sujet à travers les micros d'or que le jury a été assez touché de voir cela, qu'ils ont pris aussi un peu une claque eux aussi en voyant le reportage, parce que c'est vrai que c'est un peu choquant de voir cela, de voir l'évolution de ce glacier, que les gens en souffrent, que le glacier des Bossons, qui est un glacier qui est juste en face de Chamonix, il rétrécit quasiment à vue d'œil et que les Chamonniers en parlent quasiment tous les jours. Et donc de pouvoir en parler et de se dire qu'à notre petite manière, on essaye au moins de faire réagir une personne sur le nombre de téléspectateurs, ça sera déjà ça, quoi. D'ouvrir les consciences, effectivement. On revoit la cérémonie de ces micros d'or qui avait été diffusée sur Sport en France. D'ailleurs, un très joli prix, représente beaucoup. Est-ce que c'est le premier dans la carrière, Yann? Non, c'est pas le premier. Sport Planète, c'est le premier. C'est le premier Sport Planète. C'est pour ça que je suis très fier de celui-ci. Parce que vraiment, de ce côté vraiment de parler du sport autrement, on sent que quand j'ai commencé ce métier, c'était pas tout à fait pareil. Et on parlait moins d'écologie. Et aujourd'hui, c'est important, je trouve, que dans chaque sujet, tourisme ou sport, on évoque d'une manière ou d'une autre un petit peu d'écologie. Allez, ces micros d'or, le président du jury, c'était Alexis Anquincan, le para-triathlète. Alors, comme les journalistes, de nombreux sportifs ont pu, lors de ces micros d'or, prendre le petit train du Montanvert pour aller admirer eux aussi ce qu'il reste de cette mer de glace. Et vous allez le voir, là aussi, la prise de conscience a été immédiate. Un reportage de Lucien Jahan avec Patrice Boire. Bon, bonjour à tous. Vous allez aller prendre le train du Montanvert. Dans le cadre des 37e micros d'or à Chamonix, une randonnée à la mer de glace a été organisée par Maïf et le mouvement Sport Planète. Une trentaine de journalistes et sportifs ont répondu à l'appel de la montagne. Je suis contente parce que je sais que je fais des petits gestes pour réduire mon empreinte carbone, mais c'est bien d'en découvrir plus et aussi de voir l'impact que ça a eu sur les montagnes. Une sortie encadrée par Luc Moreau, un glaciologue particulièrement connu pour son expertise et ses recherches sur les mouvements des glaciers.
On essaye de raconter le paysage, l'esthétique du massif du Mont Blanc, la beauté du paysage, mais aussi la fragilité. Parce qu'en fait, comme on a modifié les compositions de l'atmosphère, on réchauffe tout, mais c'est beaucoup plus visible par la neige et la glace. Donc là-haut, il y a une perte de glace énorme. Bienvenue au Montanvert. Là, vous êtes à 1913 mètres. Au cours des dernières décennies, le glacier a connu un recul significatif. Rien que cet été, c'est 14 mètres d'épaisseur perdue sur la partie basse du glacier, où il n'en reste que 30. Une situation plus qu'alarmante. C'est triste comme constat, puisqu'on voit très facilement l'évolution des glaciers. Après, pour tout ce qui est professionnel de la montagne, c'est parfait pour montrer et sensibiliser les gens. On a aussi bien des adultes qui n'ont jamais vu la mer de glace, qui s'interrogent et qui arrivent facilement à comprendre l'évolution. Et on a aussi tous les groupes un peu plus âgés qui ont déjà découvert la mer de glace. Dans votre groupe, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas venus depuis 15 ans. Et le constat est facile à voir. On arrive sur la terrasse, on voit la mer de glace, on voit l'évolution que ça a eu. Et on est quand même sur des années assez tristes, surtout avec ces grosses périodes de canicule l'été. Face à ce paysage en souffrance, les athlètes sont en état de choc. Quand on nous donne les chiffres et qu'on voit, qu'on imagine justement avec les chiffres comment c'était quand on nous parlait il y a quelques années, je dis franchement c'est chaud et l'urgence, je dirais. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer et que voilà, moi, je suis content de participer à ça et bien sûr qu'à mon échelle, je contribue énormément à recycler comme je peux, etc. Mais voilà, je pense qu'on peut tous faire mieux et ouais, je vais œuvrer aussi de mon côté pour faire mieux. Parmi les randonneurs, un certain Rémi Camus. Cet explorateur multiplie les aventures éco-responsables. Il a notamment traversé la mer Méditerranée à la nage de Calvi à Monaco, dans le but de sensibiliser sur la préservation des océans. Chose que je connaissais déjà pour l'avoir fait il y a quelques temps en arrière, et c'est toujours un vrai privilège de revenir ici, mais surtout une vraie claque de se dire que cette mer de glace fond. Une claque qui ne le met pas totalement KO. Rémi croit toujours à une prise de conscience collective. Moi, ça fait 14 ans que je fais ça, tu vois, à travers mes expéditions, mes aventures. Et je trouve que c'est intéressant qu'on commence, malheureusement que maintenant à en parler. Mais ça fait du bien que les gens aient des vraies informations sur ces thématiques-là. Sensibiliser pour mieux préserver, le message est passé. Ouais, ça va aujourd'hui, au-delà, Yann, de la sensibilisation, on les voit, ces métiers qui changent. On a entendu Franck Picard tout à l'heure, avec le tout ski qui va probablement s'arrêter très bientôt. Et puis ces alpinistes que vous avez rencontrés et qui, eux, voient leur métier clairement presque mis en danger aussi. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a plein qui sont sur le côté, on voit déjà l'après. On n'est plus juste sur le constat, ça fond. On voit l'après. Et en fait, la plupart m'ont dit, en discutant avec eux à travers ce reportage, c'était surtout ne dites pas que c'est la cata et que les gens ne viennent plus en montagne. Parce qu'on a besoin toujours des gens, juste de travailler les itinéraires différemment. Parce qu'évidemment, on ne peut plus passer à certains endroits, parce qu'il y a des chutes de pierres, c'est beaucoup trop risqué. Parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas accessibles à des personnes qui n'ont pas une grande condition physique, peut-être, et qui vont en montagne. Mais la montagne, elle est toujours accessible et elle fait vivre tellement de gens qu'ils nous ont dit justement, on doit nous adapter pour proposer d'autres itinéraires, d'autres solutions, d'autres pratiques, mais que la montagne continue à vivre, et notamment l'été. Allez, on le verra, les journalistes, les médias ont leur rôle à jouer, les réseaux sociaux aussi, on en parlera dans quelques instants, juste après les infos en bref de Sport Planète. Appelez les capitaines, 7 championnes choisies par Maïf pour sensibiliser le monde du sport aux enjeux environnementaux. 7 grandes athlètes, d'Élodie Clouvel à Sandrine Gaudin en passant par Chloé Trespeuch. Autant de profils qui vont mettre leur notoriété au profit de la protection de la planète. Première action à la fin du mois, planter 2024 arbres sur le golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rideau est tombé le 20 janvier dernier sur le Dakar, un Dakar 2024 qui se veut plus vertueux avec des véhicules plus respectueux de l'environnement. Le buggy à l'hydrogène de Toyota par exemple, Toyota Gazoo Racing qui a de son côté fait rouler un véhicule qui utilise du carburant qui contient 70% de matières renouvelables, notamment de l'huile de cuisson usagée.
Et enfin, un rendez-vous à noter dans vos agendas. Dimanche 9 juin 2024 à Draveil, en région parisienne, aura lieu la Run for Planet, une course éco-conçue qui veut sensibiliser elle aussi le grand public avec des courses de 5 et 10 km. Éco-conçue, ça veut dire sans maillot finisher, sans bouteilles plastiques, avec des dossards récupérés, recyclés et réutilisés et des bénéfices qui iront directement à des associations environnementales. Allez, je vous parlais de réseaux sociaux. Eh bien, on va maintenant découvrir qui se cache derrière l'éboueur militant qui s'appelle Ludovic Francéchet. Notre éco-aventurier du mois qui est malheureusement cloué au lit cette saison, malheureusement, mais on lui souhaite un très bon rétablissement. Il s'appelle Ludovic, il est donc éboueur militant et lauréat du prix Ulule Sport Planète, véritable ambassadeur de cette cause environnementale. Il est suivi par plus de 36 000 personnes sur Instagram, c'est une star de TikTok. Son défi à lui a été notamment de rallier Paris à Marseille en ramassant des déchets. Son portrait, c'est maintenant. Il y a énormément de déchets au sol, énormément. Il faut les ramasser. Ils ne peuvent pas rester là comme ça. On a pris énormément de retard. On a pris plus de 40 ans de retard. La seule façon de changer les choses, c'est d'agir. Je suis Ludovic Francéchet, j'ai 48 ans et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 7 ans. J'ai fait le tour de Paris en 2 jours et demi. J'ai décidé comme ça de prendre mon roule-sac. Donc un roule-sac, c'est un chariot où il y a un sac où on roule et on ramasse les déchets avec. J'ai mis 2 jours et demi pour faire le tour de Paris en passant par les maréchaux. J'ai ramassé 4300 litres de déchets, donc 43 sacs de 100 litres. Je suis passé sur le pont Garigliano. J'ai vu du papier toilette qui était suspendu sur ce pont-là. J'ai dit tiens, voilà mon prochain défi, je vais faire la tournée des ponts de Paris. 35 ponts et j'ai mis 2 jours pour ramasser tous les déchets qu'il y avait sur les ponts de Paris. Plus de 2300 litres, donc 23 sacs de 100 litres de déchets. Donc on va dire que j'ai préservé la Seine un petit peu à ce moment-là. Mon chef, il a vu tout ça et il me dit Ludo, pourquoi tu ne ferais pas Paris-Marseille? J'ai réfléchi, je dis bah allez, on y va. Et voilà, ça y est, ça a été fait. 800 km, plus d'1 an de préparation. On a ramassé plus de 15 tonnes. On a fait énormément de rencontres. Et le but de tout ça, c'était surtout de sensibiliser en fait, les gens à ce qu'ils nous voient le faire pour qu'eux reproduisent la même chose. Et qu'à un moment donné, on arrive à un point zéro et que la Terre elle soit propre. Il va y avoir mon Tour de France, donc c'est mon prochain défi, gros défi, énorme défi. C'est un défi qui va durer 1 an. On va passer dans plus de 300 villes, villages, communes. Il y a plus de 4000 km. Ça va être juste incroyable. Et justement, les campagnes Ulule, nous, ça nous permet de financer ce fameux Tour de France, faire tourner notre association. Surtout, c'est Ludovic Objectif Planète Propre. Ça porte bien son nom. La Maïf m'a apporté, par rapport au sport planète, un apport financier, bien évidemment, de la visibilité. C'est hyper important qu'un gros groupe comme la Maïf puisse participer à ce genre de défi. Ça concerne tout le monde. Soyons main dans la main. Je tiens à remercier les collaborateurs de la Maïf de m'avoir sélectionné, déjà première chose. Ensuite, toutes les personnes qui ont voté pour nous, vraiment, parce qu'il y a eu pas mal de monde. Et je tiens à remercier le jury, bien évidemment, parce que sans vous, je n'aurais pas été sélectionné. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à donner. Voilà, on a besoin aussi d'influenceurs, de personnes, de monsieur tout le monde pour porter cette bonne parole avec un écho incroyable. Hein. C'est une vraie star de TikTok. Vous l'avez croisé au micro d'or. Au micro d'or, justement, sur la scène, et il y avait vraiment l'assistance qui l'écoutait. Justement, c'est vrai que il était haut en couleur, il s'était en plus déguisé, donc c'est vrai que c'était assez rigolo. Mais c'est vrai qu'on a envie de le suivre, on a envie de raconter encore plus la suite de ces épisodes. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Des déchets, il y en avait beaucoup sur la mer de glace. Il n'y en avait pas tant que ça. C'est vrai que là, l'avantage, c'est que c'était plutôt préservé. On sent justement que les gens qui la parcourent, que ce soit des amoureux de la glace, des alpinistes ou autres, ils font attention à ça. Mais comme elle est remplie de cailloux, on a limite la sensation que ce sont des déchets. Des déchets, effectivement. Allez, on va terminer cette émission par un petit quiz, messieurs. On va voir si vous êtes au taquet de l'actualité du sport éco-responsable. C'est l'écolo quiz. Allez, vous êtes l'un face à l'autre. J'ai beaucoup de vrais ou faux dans ce quiz, donc ça va bien se passer. Le plogging, qui est courir en ramassant des déchets, vous connaissez, on vous en parle souvent dans Sport Planète, est originaire du Danemark. Vrai ou faux? Tu vois bien, vrai.
Là, il faut dire faux pour tenter un truc. Ouais, parce que là, franchement... Parce qu'en plus, c'est faux. Voilà, c'est ces pays du Nord, mais ça vient de Suède depuis 2016. Voilà, c'est ramasser et courir. Et c'est un mot suédois qui vient d'un mot suédois au départ. Et c'est un Nantais qui a ramené ce concept en France. Tiens, si je vous dis que c'est un Français qui détient le record du monde de plugging, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On va dire que c'est vrai. Eh bien, cette fois, c'est vrai. C'est vrai. Et les habitués de Sport Planète le connaissent bien. C'est Clément Chapelle. En novembre 2022, il a parcouru 161 km en 30 heures et 35 minutes et ramassé plus de 180 kg de déchets. Dans ces moments-là, on ne sait pas si on doit être content pour lui ou si on doit se désespérer de voir tout ça sur nos chemins. Il y a un partout pour le moment. L'Olympique lyonnais a été élu club le plus écologique de Ligue 1 en 2022. Vrai ou faux? Je te laisse répondre. Moi, j'aurais dit faux. Eh bien, c'était vrai pourtant. Sport Positive, organisme indépendant basé en Angleterre, a mené un audit des 20 clubs de Ligue 1. Et dans ce classement, eh bien, l'Olympique lyonnais se classe à la première place devant Clermont et l'AS Saint-Etienne. On sait pourquoi? J'ai pas tous les détails, non, mais je pense que ouais, il y a peut-être. On va creuser. Le stade notamment et pas mal d'actions en interne. Il existe à Abu Dhabi la ville écologique du futur. Oui ou non? Vrai ou faux? C'est faux. J'ai du mal à y croire là quand même. Ouais, on a du mal à y croire, c'est pourtant vrai. En tout cas, elle est en construction. Cette ville de Masdar City, éco-cité à vocation expérimentale dans les domaines des énergies renouvelables, des transports, de la gestion des déchets. Sauf que ça a commencé en 2008 et que la ville n'est toujours pas sortie de terre. Pourtant, elle est attendue à l'horizon 2030. Donc un vrai faux. C'est effectivement un vrai faux. Allez, on va terminer avec cette question en février 2023. 100 stars du foot ont réclamé des actions à la FIFA face au dérèglement climatique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Eh bien non, malheureusement, c'était les skieurs qui ont fait ça il n'y a pas très longtemps. Lettre ouverte remise à la Fédération internationale de ski, de demander de faire des efforts en faveur de l'environnement et notamment au niveau des calendriers, d'essayer d'éviter les trop grands déplacements et d'aller finalement dans des stations trop basse, trop tôt dans la saison. On l'a vu beaucoup encore cette année. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sport Planète. Ça n'a pas été bon. On n'a pas compté les points, mais vous savez, bon, c'est plus pour le fun, plus que pour la compétition qui nous intéresse dans cette émission. Merci en tout cas David, merci Yann d'avoir été avec nous. Encore plein de sujets liés à un sport plus éco-responsable aussi sur TF1. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain sur Sport Planète.